tout le monde, c'est Mireille. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents types de méthodologies qui existent en didactique. Alors, en didactique, il y a 6 types de méthodologies qui a existé dans l'histoire. Alors, qui a existé dans l'histoire de la didactique. Alors, premièrement, il y a eu la méthodologie traditionnelle, après direct, audio-oral, SCAV, ce qui est structure globale audiovisuelle, et aussi il y a l'approche communicative et finalement l'approche actionnelle. Alors, parmi ces 6, si je parle de tous ces 6, ça va prendre une éternité. Alors, au lieu de vous parler de tout, je vais juste tout simplement choisir ce qui est SCAV. Alors, SCAV, ou structure globale audiovisuelle, c'est une méthodologie qui apprend aux apprenants comment communiquer. Alors, contrairement aux autres méthodologies dans le passé, cette fois-ci, on donne plus une situation précise qu'on utilise dans la vie réelle. Pourquoi structure globale? C'est parce qu'il y a une notion où il exerce parce qu'il y a cet aspect qu'il exerce des moyens verbaux et aussi elle réalise aussi des moyens non verbaux aussi. Alors, elle parle aussi des rythmes, l'intonation gestuelle, cadre temporel et le contexte social, psychologie et tout ce que vous pouvez penser. Alors, en SCAV, ils enseignent en 5 étapes. Alors, premièrement, il y a la visualisation. Après, il y a l'explication. Après, il y a répétition, exploitation et transposition. Alors, je sais que si je vous balance tous ces mots, ça va être comme c'est quoi, qu'est-ce que c'est quoi exactement? Alors, je vous suggère de regarder ce petit extrait avant que je continue la vidéo. orangeのパンをください。かしこまりました。少々お待ちください。One eternity later. お待たせしました。オレンジのパンを一つでよろしいでしょうか。はい。はい、100円です。ありがとうございました。Alors, comme vous avez vu avant, ça c'est la situation de quand on va au magasin au Japon. Alors, premièrement, une chose que vous devez savoir quand vous allez au Japon, c'est que, évidemment, quand on va dans les magasins, il y a toujours les vendeurs ou vendeuses qui sont en train de nous accueillir en nous disant cette phrase classique. Alors, ne soyez pas peur si vous voyez ça. Alors, voilà. Ça c'est irashimasu, ils disent souvent comme quand on vient au magasin ou dans un restaurant. Après, la personne va nous dire Nani ga hoshii desu ka? Ou kyou wa dou shimasu ka? Ou comme il y a différentes façons de le dire, mais ici ils sont en train de demander qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. Alors kyo qui est aujourd'hui, nani qui est quoi, hoshi c'est vouloir. Alors si j'essaie de combiner tout ça ensemble, ça va être kyo wa nani ga hoshii desu ka? Et après, le personnage, il dit orange no pan o kudasai. Ce qui veut dire, est-ce que, comme, si je le traduis littéralement, c'est comme donne-moi ce pain orange. Mais comme, d'une manière à l'autre, quand tu mets kudasai, c'est une forme de politesse. Alors,
un nom comme l'orange qui est le pain orange qui est comme un peu loin va être un nom orange no pain. Alors le pain orange o kudasai. D'accord? Et après, kashikomarimashita, c'est une phrase fréquente que les personnes japonaises disent pour dire comme ah d'accord, mais aussi vraiment différents niveaux de le dire, comme ryokai si tu dis à tes amis et tout. Mais ici, c'est kashikomarimashita parce que c'est comme si les clients sont supérieurs que toi. D'accord? Et à shoushou omachi kudasai, qui est comme attendez un peu, je vais revenir un peu plus tard, mais c'est vraiment ça, c'est comme je vais attendre un peu. Après, omatase shimashita, c'est une phrase que les personnes disent comme une fois qu'on fait attendre quelqu'un et tu reviens, tu leur dis omatase shimashita. Matsu, c'est le verbe attendre, mais c'est une phrase qu'on dit comme une fois qu'on fait attendre quelqu'un et tu reviens, on dit omatase shimashita. Et ils vont te demander orange no painを一つでよろしいですね ou よろしいでしょうか. C'est vraiment comme pour demander la confirmation. Est-ce que c'est ça? Parce que tu veux pas donner un truc que tu n'as même pas commandé, non? Alors voilà, c'est une confirmation. Et après tu dis oui ou non. Hai, dans ce cas-là. Et après la koen des qui est équivalent à $1. Et après tu leur payes de l'argent. Et quand tu pars, ils vont te dire arigatou gozaimashita. Alors, ça, c'est l'explication. Maintenant, passons à une situation qui est un peu plus complexe. Alors, j'avais un peu oublié de mentionner, mais avant qu'on continue, je voudrais vous dire ce petit fait. Alors, en japonais, quand tu es en train de compter, selon ce que tu comptes, le suffixe ou comme l'unité pour compter va changer. Par exemple, quand on avait parlé du pain, on avait dit hitotsu, parce que c'est comme de 1 à 10, ça va être comme hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanotsu, etc. Ça va continuer comme ça. Mais classiquement, quand tu dis une chose, ça va dire comme ikko, nikko, sanko, comme objet. Hon pour les choses qui est comme un tube cylindre, comme même un crayon, bouteille d'eau, comme ça va être comme ippon, nihon, sanbon. Pour les voitures ou ce qui est rond, ça va être ichidai, nidai, sandai. Pour les animaux, dépendant de la taille, ça va changer. Comme par exemple, vous allez voir plus tard, il y a un autre terme pour les petits animaux. Pour les grands, ça va être to, ou pour les oiseaux avec des ailes, vont être ichiwa, niwa, sanwa, comme ça. Et il y en a beaucoup plus, alors gardez ça en tête pour la prochaine vidéo. いらっしゃいませ。今日はどの子が欲しいですか？元気そうな子でお願いします。それがですね、もう大変申し訳ないことなんですけど、この赤ちゃんライオンは私が飼ってるライオンです。なので、すいませんね。あ、そうだったんですか。ではじゃあもう一匹のライオンでお願いします。Alors maintenant pour la deuxième situation, comme vous avez remarqué, on avait utilisé l'unité ippiki. Alors pour les animaux qui sont moyens comme les chiens, chats, les hamsters et tout ça c'est un autre mot, mais souvent c'est comme ippiki, nihiki, sanbiki pour les petits animaux. Alors c'est pour ça, la personne avant elle avait dit ippiki comme ça. Et juste pour vous clarifier, cette situation précédente, c'est un peu cette situation awkward où un des lions qui était dans le magasin, c'était le lionceau de la vendeuse. Ok, alors maintenant je vais vous enseigner quelques phrases qui seront vraiment utiles si vous allez en échange au Japon. Alors, premièrement, quand vous allez au magasin et vous voulez demander quelque chose, vous allez dire est-ce que je pourrais avoir quelque chose, tel nom, s'il vous plaît. Alors, en japonais, ça va être
l'objet. Après, tu utilises le particle O. Après, tu utilises le nombre de objets, le nombre d'objets que tu veux. Et après, kudasai, qui est comme s'il te plaît. Alors, répétez après moi. Alors, utilisons l'exemple de l'orange, le pain orange. Alors, orange no pain o hitotsu kudasai. Orange no pain o hitotsu kudasai. Plus doucement. Orange no pain o hitotsu kudasai. Ok, encore une fois. Orange no pain o hitotsu kudasai. Ok, votre tour. Bravo, bien joué. Maintenant, c'est votre tour. Alors maintenant, j'imagine que vous avez un peu une idée de ce que c'est la méthodologie SCAF. Alors, je vais un peu vous analyser étape par étape. Alors, comme vous avez vu, visualisation, c'est l'étape où il présente une fois globalement ce qui arrive comme dans cette scène-là. Alors juste, regardez, essayez de comprendre, vous allez tous avoir une idée générale. Et après, deuxième partie, explication. Ça, c'est quand on commence à expliquer comme segment par segment, mot par mot, comme la situation, comme traduction et tout ça, comme ils sont en train d'analyser. Décortiquer le texte et analyser. Voilà. Troisième, c'est répétition. Alors, c'est vraiment comme je dis ça, tu répètes. Je dis, tu répètes. Je dis, tu répètes. Après, exploitation, c'est quand on est comme dans un autre contexte. Et finalement, troisième étape, c'est la transposition quand on a un plus grand contexte. Ok, alors maintenant, décortiquons un peu plus précisément chaque concept de la méthodologie SCAF. Alors, premièrement, pour la visualisation, tu as l'intro. Alors, tu regardes, tu as une idée générale, tu regardes, tu essaies de comprendre la situation, et voilà. Voilà, tu as passé la première étape. Deuxième étape, c'est quand on est en train d'expliquer. Alors ça, c'est vraiment comme en classe, quand les profs sont en train de te dire en avance, ok, alors tu utilises ce temps de verbe, ça sert à quoi? Ok, voilà, ça sert à ça. Disons le passé composé, tu as utilisé pour parler de ceci. Et il y a l'auxiliaire être et avoir, être ou avoir. Après, il y a le participe passé. Et après, tu as... Ça, c'est le moment que l'enseignant est en train de te dire aussi, ça, c'est les fautes que les personnes sont en train de fréquemment faire. Alors, il te dit en avance telle erreur, afin que tu évites cette erreur. Et voilà, ça, c'est comme la deuxième partie de l'intervention a priori. Troisième étape, c'est la répétition. Alors, comme vous le savez, la répétition vous aide à mémoriser. Enfin, pour moi, personnellement, ça aide beaucoup. Alors, ça c'est la phase où l'enseignant corrige les erreurs. Alors, c'est comme l'intervention a posteriori. Alors, vous savez, comme quand vous êtes en classe et vous êtes en train de faire un grand montant d'exercices de grammaire dans votre blad ou votre livre de français ou comme un site web, je sais pas moi, comme Français Facile, et votre prof vous fait faire chaque question des milliers de fois, des répétitions, juste pour vous dire, ça c'est pas pour vous énerver, ça c'est pour que vous puissiez mémoriser les structures et tout ça. Et aussi, cette phase est là exprès pour que les profs puissent vous corriger, parce qu'une fois que les erreurs sont faites, comme les profs vont vous corriger, pas pour vous embêter, mais c'est parce qu'ils font ça pour que ça ne facilite pas. Alors, comme une fois que vous avez fait votre faute, vous n'avez plus faire cette faute, normalement.
Alors, après, quatrième étape, il y a l'exploitation, ce qui est le moment quand on fait comme l'activité de complexification. Alors, au lieu de juste faire une situation simple, on va le rendre un peu plus complexe, cette phrase-là ou cette contexte. Et finalement, la transposition, ça c'est comme par exemple faire des jeux de rôle, des activités de jeux de rôle ou même des jeux pour encourager à prendre des risques. Vous avez entendu ça les amis? Il faut prendre des risques. Évidemment, comme toutes sortes de choses qui existent sur la planète, il y a évidemment le point fort et le point faible. Alors pour cette méthodologie, je crois qu'il y en a deux, peut-être plus, mais comme celui qui est venu en tête, j'ai 2 points forts et 2 points faibles. Alors commençons par les points forts, parce qu'il vaut mieux commencer par positif, non? Alors, pour les points forts, c'est que ce que j'ai aimé à propos des SCAD, c'est qu'on apprend les structures dans différents contextes. Alors, tu vas pas apprendre une phrase au pif juste pour le plaisir, tu apprends la structure et tout ça. Et aussi, tu apprends étape par étape, alors ça va t'aider à maîtriser. Comme pas juste comme bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai bla 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 bla. Tu vas aussi analyser, comme tu vas écouter une fois ce que ça a l'air. Après, tu analyses ça, tu pratiques, plus difficile, à toi de jouer, et voilà. Par contre, pour les faiblesses, malheureusement, c'est bien de mémoriser tout ça, mais malheureusement, si tu mémorises les structures, imagine si quelque chose arrive, comme quelque chose inattendu vient à toi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Comme si on dit, est-ce que je peux manger une pomme? Et quelqu'un dit non. Et on ne s'attend pas à la réponse non, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, c'est pour ça, je trouve que comme c'est vraiment programmé dans la tête, mais tu vas pas pouvoir comment te débrouiller si il te dit pas la réponse attendue. Et aussi, deuxièmement, c'est que en SCAV, l'écrit est considéré comme un dérivé de l'oral, ce qui veut dire qu'ils apprennent à étudier, ils apprennent comment écrire à peu près 60 heures après qu'ils ont commencé le cours. Par contre, je pense que ça c'est pas très intelligent comme idée, parce que la langue écrite n'est pas forcément la même chose que la langue à l'oral. Comme tu vas pas écrire sur un test par exemple, mon pote a mangé, je sais pas moi, un sandwich sur un bagnole. Comme tu vas pas nécessairement dire ça, comme tu vas pas écrire ça dans ton examen. Enfin, j'espère. Mais vous savez, c'est pas la même chose que ce que tu écris et ce que vous parlez. Alors je pense que c'est pour ça, je trouve que c'était pas vraiment une bonne idée. Il faut, comme c'est bien d'apprendre les deux, mais il faut aussi apprendre comme le langage écrit et le langage à l'oral. Finalement, dans le futur, une fois que je veux devenir enseignante, quelle méthodologie je vais utiliser? Ben là, en fait, moi, je vais un peu mélanger un peu de tout parce que chaque méthodologie a tous des points forts et des points faibles et dans chaque méthodologie, il y a toujours quelques points que j'aime bien et je voudrais intégrer ça dans ma méthode et voilà. Alors par exemple dans la traditionnelle, j'aime bien le fait que c'est vraiment à l'écrit, la grammaire, répétition de la grammaire et tout ça. Parce que la grammaire, ça s'apprend en écrivant et tout. Et aussi la littérature, mais pas forcément pour débutants. Tu peux faire ça en intermédiaire et avancé, surtout, pour aller un peu plus loin. Comme par exemple, moi, maintenant je prends un cours d'espagnol et comme l'année dernière, on était juste en train d'apprendre des dialogues et tout ça, alors que cette année, on est en train d'analyser un texte historique ou géographique en espagnol. Et ça, c'est encore intermédiaire. Alors, pour direct, j'ai aimé le fait qu'il y a une progression selon les niveaux et aussi la prononciation des mots et l'intonation.
Sinon, pour audio oral, j'aime bien le fait ils ont fait une addition, soustraction, substitution à chaque structure. Alors c'est comme, par exemple, si tu fais une conjugaison, je sais pas, et c'est comme je mange, après ils sont comme, ok, maintenant changeons à nous mangeons, comme ça. Alors, ou nous mangeons une pomme, ou nous avons mangé une pomme hier, quelque chose comme ça. Escave, ben, il y a les 5 étapes. Après, il y a l'approche communicative, où il y a plus d'interaction avec l'apprenant, euh, contrairement aux autres. Et finalement, il y a l'approche communicative, où les apprenants peuvent, comme ils ont l'occasion d'exprimer leur opinion dans cette langue cible. Et oui, et c'est plus intéressant que juste apprendre la langue. Et ce que j'avais pensé que c'est mieux de mettre tout, comme personnellement j'ai tout aimé, mais je vais pas le laisser comme tout seul non plus, parce que surtout traditionnel direct, audiovisuel, escale, ça a l'air d'un robot si tu fais seulement ça, comme juste faire de la grammaire, juste répéter ce qu'ils disent, juste apprendre l'intonation, juste apprendre ce qu'ils ont dit dans la vidéo. Juste ça, c'est pas assez. Il faut aussi apprendre à interagir, il faut aussi apprendre à répondre, il faut aussi apprendre à agir et tout ça. C'est pour ça que je trouve que moi, personnellement, j'utiliserai toutes ces méthodes. Je vais peut-être m'ajuster selon comme les élèves et tout ça, mais aussi comme je vais probablement utiliser tous les méthodes. Alors voilà, merci beaucoup pour votre intention. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée. Bye bye. Ouf, ça c'était une longue vidéo. Ok, je vais boire du thé.